micro au docteur François Gallenier qui va commencer donc cette soirée qui est dédiée au traitement de l'adénome de prostate. Bonjour à tous. Je suis François Guélonier, je suis urologue à la clinique Charcot. Je travaille en étroite collaboration avec mes collègues radiologues d'Ambeau-Lyon et Invoque. J'ai pour mission ce soir de vous présenter les bases qui ne changent pas de la prise en charge de l'hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome de la prostate. On va rentrer un petit peu dans les détails, mais rapidement sur la physiopathologie. Puis après, le bilan et le traitement médical de première intention. Pour commencer, quelques généralités. Donc, c'est une affection qui est bénigne, qui est fréquente et qui est liée principalement au vieillissement. C'est une hyperplasie de la zone de transitionnelle, donc la zone de transition qui est périurétrale qui va entraîner une compression de l'urètre et qui va aussi entraîner une modification du flux avec une modification de l'ouverture du col de la vessie qui fait qu'il va y avoir des turbulences au niveau du flux dans l'urètre et une diminution du débit urinaire. Plus clinique, l'hypertrophie de la prostate, donc c'est une obstruction sous-vésicale avec une augmentation de la taille de la prostate et plus précisément de l'adénome de la prostate qui entraîne des signes du bas appareil urinaire. Si on vient en détail les symptômes cliniques, on peut les répartir en 3 phases. La phase de remplissage qui correspond à des symptômes de polacurie diurne et nocturne, donc c'est-à-dire faire pipi souvent, l'urgenturie, le fait de devoir aller vite aux toilettes, et la nicturie, de devoir se lever la nuit. La phase mictionnelle avec un retard au démarrage, la dysurie ou jet faible, c'est la même chose, une interruption du jet, donc un jet haché, ou les mictions où le patient décrit un besoin de pousser pour commencer à faire pipi, puis pour continuer sa miction. La phase post-mictionnelle, qui est la 3e phase, avec la goutte retardataire, ou la sensation de vidange incomplète, où les patients mentionnent qu'ils n'arrivent pas à vider complètement leur vessie. Pour résumer, un petit slide là avec plus didactique, pour le patient, donc besoin fréquent, faible force du jet urinaire, sensation de vessie pleine, difficulté à débuter la miction, énurésie donc nocturne, donc avoir des fuites la nuit, douleur ou brûlure associée à l'émission d'urine et impossibilité totale d'urine. La prévalence des symptômes du bas appareil urinaire, alors là c'est un peu tout confondu. C'est 21% de la population mondiale qui présentait un ou plusieurs symptômes du bas appareil urinaire en rapport avec une obstruction sous-vésicale. Ça, c'est tiré d'une étude qui date de 2009 avec une extrapolation pour jusqu'à 2018. Là, ça, c'est les chiffres de 2018, 21%. Il n'y a rien de plus récent dans la littérature. En 2018, il y a 1,1 milliard d'individus concernés. Alors, ça me paraît énorme, mais en tout cas, c'est ce que mentionne l'étude, avec surtout en Asie beaucoup de patients. En Europe, 140 millions de personnes à prendre en charge. Donc, c'est une pathologie qui est fréquente, avec un bassin de population qui est inépuisable, j'ai envie de dire. Ce qui est essentiel, parce que là, ce soir, on parle de l'hypertrophie bénigne de la prostate, il y a de nombreux diagnostics différentiels qui peuvent donner des symptômes du bas appareil urinaire, donc aussi bien à la phase pré-mictionnelle que post-mictionnelle. C'est sur ce petit schéma, on a quelque chose qui est à peu près exhaustif. En 1, il y a l'obstruction prostatique qui nous intéresse particulièrement ce soir. Les lithiases de l'urètre terminale qui peuvent donner exactement les mêmes symptômes de syndrome du bas appareil urinaire. La tumeur de vessie, la sténose de l'urètre, la prostatite, un corps étranger intravésical, les infections urinaires peuvent donner aussi des symptômes du bas appareil urinaire. Dysfonction neurologique de la vessie, l'hypotonie détrusorienne ou la polyurie nocturne et l'hyperactivité détrusorienne. Ça nous permet d'introduire les complications chroniques et puis après les examens à faire, aussi bien l'interrogatoire que le bilan complémentaire à faire pour le diagnostic de l'adénome de la prostate et donc des symptômes du bas appareil urinaire qui en découlent. Les complications chroniques vont être essentielles parce qu'on va les rechercher afin de stadifier la symptomatologie. Donc c'est la rétention vésicale chronique avec un globe vésical non douloureux avec des incontinences urinaires nocturnes par regorgement. La lithiase vésicale de stase qui peut être retrouvée et l'insuffisance rénale chronique obstructive. Les complications aiguës, ça va être la rétention aiguë d'urine, c'est ce qui embête le plus le patient et qui oblige à une prise en charge spécifique. Les infections, prostatite, orchipédinite, les hématuries, il y a des ruptures de varices prostatiques et l'insuffisance rénale aiguë obstructive.
un petit tableau de résumé des complications avec les complications aiguës, les complications chroniques. Je viens de vous les citer. Voilà. Le diagnostic, initialement, il est clinique. Donc, il y a l'interrogatoire. Pour résumer l'interrogatoire, il y a un score qui est fait qui s'appelle le score IPSS, qui permet de stadifier la pathologie et qui permet aussi de mesurer le retentissement sur la qualité de vie. Comme on voit, ça interroge aussi bien sur les symptômes mictionnels que post-mictionnels. Il y a 7 questions avec à chaque fois 6 réponses possibles. Et avec ça, on fait un score qui est sur 35. Il y a juste la dernière question, c'est le nombre de levées nocturnes, ça s'arrête à 5 fois au maximum. Si c'est plus, on code 5 fois. Ce qui est essentiel dans ces scores, en tout cas quand ils ont été étudiés, c'est que c'est le patient de remplir tout seul. Par expérience personnelle d'urologue, les patients à chaque fois vont dire ah mais je sais pas. Il faut qu'ils répondent de la meilleure des façons. C'est sûr que c'est jamais parfait parce que les patients ont toujours envie d'exprimer de façon très très précise. Après, c'est pas ça vraiment qui nous intéresse. Je pense qu'il est essentiel de ce qui nous intéresse, c'est la 8e question. C'est si votre façon d'uriner devait rester la même le reste de votre vie, seriez-vous de très satisfait à très ennuyé? En fait, c'est un score de qualité de vie en quelque sorte. Et ça, c'est essentiel parce qu'on, quand on verra dans la suite, dans la prise en charge, c'est la qualité de vie qu'on prend en charge. On ne prend pas en charge vraiment des symptômes, mais la qualité de vie, le retentissement en tout cas des symptômes sur la qualité de vie. L'examen clinique, le toucher rectal, qui va nous permettre, on verra, d'éliminer certaines pathologies, notamment le cancer de la prostate, et puis évaluer par une première approche le volume de l'adénome de la prostate. Et puis aussi dans les examens cliniques, alors j'ai un petit doute si c'était un examen clinique ou un examen complémentaire, le calendrier mictionnel qui va nous donner des informations sur le nombre de levées, le nombre de mictions dans la journée, le nombre de levées nocturnes, avec la quantité d'urine, avec plus ou moins la sensation de besoin, l'urgence dans la sensation de besoin, s'il y a des fuites urinaires, s'il y a des protections. Et puis on peut aussi avoir une colonne là, comme on voit ici en dernier, sur la quantité de boissons, ce qui nous permettra d'éliminer certaines pathologies comme la polyurie nocturne ou le fait d'avoir un apport hydrique trop important. C'est pas indispensable, mais ça peut donner des informations, parce que souvent les patients ils ont du mal à nous dire s'ils urinent toutes les heures, toutes les 2 heures, c'est toujours beaucoup, beaucoup. Mais à part nous dire beaucoup, ça nous donne pas beaucoup d'informations à nous médecins. Les examens paracliniques après, donc il y a l'examen d'urine, ça nous permet aussi d'éliminer une complication, le PSA pour éliminer un risque de cancer de la prostate, en tout cas faire un diagnostic s'il y a besoin, parce que ça peut avoir un impact dans la prise en charge future. Actuellement encore, l'âge limite c'est 75 ans, bien que ça peut maintenant se discuter de faire chez les patients plus âgés s'ils sont en excellent état général. La créatinine pour éliminer tout ce qui est insuffisance rénale. Et puis nos collègues radiologues rentrent directement dans la danse avec l'échographie réno-vésico-prostatique, qui va donner une multitude d'informations, aussi bien sur la pathologie, mais aussi sur les potentiels effets secondaires. Ça va donner l'information sur le volume prostatique. On peut faire l'échographie transrétale, c'est une indication chirurgicale, sinon c'est loin d'être indispensable. Une dilatation des cavités piélo-calicielles, ça va nous donner aussi l'information sur le parenchyme rénal, s'il y a un retentissement sur le haut appareil. S'il y a une hypertrophie du détrusor, une complication de l'hypertrophie de la prostate avec des diverticules vésicaux, s'il y a une complication une lithiase vésicale, et s'il y a un résidu post-mictionnel, qui peut nous dire qu'il y a un retentissement majeur et avec une nécessité de prise en charge plus rapide. Là, je vous une photo donc d'échographie endorectale ici. On voit excessivement bien la prostate. Et puis là, un diverticule urétral qui est situé là. L'examen qui va nous permettre de mettre de façon certaine en évidence l'hypertrophie de la prostate et les symptômes du bas urinaire, ça va être la débimétrie, avec ici une débimétrie normale qui est en cloche. Et là, une débimétrie qui est complètement écrasée, avec un débimax qui est effondré et qui met en évidence une dysurie. Alors après, la dysurie, elle peut être multifactorielle, elle peut être il y a autre chose qu'à une hypertrophie de la prostate, puisque ce qui est plus fréquent, et là une autre débimétrie. La prise en charge, pour finir, la prise en charge, en fait, on prend en charge, je pense qu'il est essentiel à rappeler, c'est la qualité de vie. On prend pas en charge un volume de prostate, on prend pas en charge 5 levées nocturnes, on prend pas en charge le fait qu'il a uriné 5 fois dans la journée ou 10 fois dans la journée. On prend en charge vraiment le retentissement des symptômes sur la qualité de vie. Et dans ce cadre-là, le premier traitement, c'est l'abstention ou la surveillance. Si l'hypertrophie bénigne de prostate est non compliquée, les symptômes sont minimes et qu'il n'y a pas de retentissement sur la qualité de vie, il n'y a aucune urgence, aucune indication, aussi bien mettre un traitement médicamenteux en place ou à faire un autre traitement. On va voir qu'après, il y a des traitements médicaux, des traitements chirurgicaux.
et bien sûr des nouveaux traitements comme l'embolisation. Euh, je pense que c'était pas l'objectif de la présentation de ce soir, donc j'ai fait quelque chose d'assez résumé sur les traitements médicamenteux, avec en première intention qui est dans ce tableau qui est tiré de, de l'affût, la phytothérapie, l'action pharmaceutique qui est mal connue, les effets secondaires, aucun. De façon assez exceptionnelle, il peut y avoir des reflux. Les patients peuvent s'en plaindre. Et maintenant, il n'y a que le Permixon qui est disponible. Le Tadénance a été arrêté de production. Après, il y a les alpha-bloquants qui diminuent le tonus de l'urètre postérieur après 48 heures de traitement. Donc, c'est un traitement qui est efficace rapidement. Euh, il y a quand même des effets secondaires comme l'hypotension orthostatique, euh, des troubles de l'accommodation, et puis il y a une éjaculation rétrograde. Il faut informer le patient. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Et chez certains patients, pour eux, c'est un gros problème. Des exemples, le Xatral, l'Omix, l'Urorec, entre guillemets, il n'y a pas de, il y a pas de mieux ou de moins bien, tout marche un peu pas de la même façon. Et les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, qui sont un médicament qui peut être donné, mais qui ont une efficacité qui est très tard dans le temps, après 6 mois de traitement, et qui ont des gros effets secondaires avec des troubles de l'érection, une diminution de la libido et une gynécomastie potentielle. Les médicaments connus, c'est le Chiboproscar ou l'Avodart. Et puis après, il y a une dernière classe thérapeutique, les IP2/5, qui ont été développés initialement pour les troubles de l'érection, mais qui ont une efficacité sur les symptômes du bas appareil urinaire. L'action pharmacologique, c'est non élucidé, même le laboratoire n'a pas d'explication très précise à nous donner. Euh, c'est une contre-indication en cas de prise de dérivés nitrés, et ça peut entraîner une hypotension artérielle, et le médicament de référence, c'est le Cialis 5 mg. La dernière question, une question qu'on se pose assez souvent. Alors maintenant en urologie, nous c'est assez, voilà, c'est assez rentré dans les mœurs. La question des anticholinergiques, le Tovias, le Vesicaire. Je vous ai remis les recommandations. Il n'y a aucune contre-indication à mettre un anticholinergique, même si les patients ont des symptômes du bas appareil urinaire avec une dysurie associée. Euh, il faut pas le mettre en monothérapie parce que il n'y a pas aucune recommandation de faire ça. En bithérapie, ça pose aucun problème avec juste un petit écueil. Si les patients ont un débit inférieur à 10 millilitres ou un résidu post-mictionnel supérieur à 200 millilitres, il y a un risque qui est faible mais qui existe de rétention aiguë d'urine. Voilà. Les anticholinergiques, qui vont avoir une efficacité principalement sur les urgenturies. Et voilà, donc si le patient est très gêné par des urgenturies, on peut tout à fait associer à un alpha-bloquant avec un anticholinergique. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Alors, on a un peu du mal à se rendre compte à quel public on a affaire. Je sais pas si vous avez un petit peu, moi je vais vous parler de l'embolisation de la prostate en pratique, comment ça se passe, enfin du moins vous partagez chez nous comment ça se passe, euh, même si euh, même si je pense qu'ailleurs ça peut se passer un peu différemment, je pense que dans l'idée c'est un peu pareil. Donc l'embolisation de prostate, donc c'est une technique qui est quand même en plein essor, qui est pratiquée depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, pour lesquelles les premiers cas étaient surtout des cas d'embolisation liés à des problèmes hémorragiques de vessie ou de prostate chez les patients qui étaient non opérables. Et depuis, il y a eu des centaines de publications et Charles vous expliquera tout à l'heure ce qu'il en est un peu plus précisément dans la littérature aujourd'hui. Donc, c'est une technique qui est faiblement invasive parce que c'est une technique comme une coronarographie ou une artériographie qui est rarement compliquée sur le plan clinique. Et puis, le développement plus général de la radiologie interventionnelle avec une formation complémentaire qui est rentrée au DES de radiologie aujourd'hui participe à l'avènement de ces techniques. Et puis, il y a le virage ambulatoire que nous prenons comme tout le monde. Et comme François l'a expliqué auparavant, la prévalence de la pathologie dans la population masculine avec une grosse demande et surtout les patients qui se renseignent de plus en plus par plusieurs biais, notamment Internet. L'indication, les urologues, Dr Briand vous en parlera tout à l'heure. En tout cas, c'est après, comme François l'a détaillé, c'est une évaluation clinique et paraclinique par l'urologue en concertation avec nous, parce que nous avons quand même des critères qui nécessitent une validation pour savoir si c'est faisable. Ce qu'il en ressort, en tout cas, de notre côté, c'est que c'est une technique qui semble quand même trouver sa place plutôt entre le traitement médical et chirurgical ou plutôt en alternative au traitement médical.
ou un refus de traitement médical ou une mauvaise tolérance des patients, et notamment sur la question de l'éjaculation rétrograde qui, en tout cas dans mon expérience, est une forte demande des patients. Enfin, il y en a beaucoup qui le disent pas tout de suite en consultation, mais qui finalement disent que c'est ce qui les motive le plus à venir. Le mécanisme d'action, alors au début, on a mis un peu de temps à comprendre quand on regarde ce qui se dit dans la littérature, c'est qu'avant, on mesurait le volume de la prostate pour savoir si à 3 mois, il avait nettement diminué, c'est que ça avait marché. S'il n'avait pas diminué, c'est que ça n'avait pas marché. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, il n'y a jamais vraiment d'infarctus, même si on bouche les artères de la prostate, parce qu'il y a tellement de collatéralité dans le pelvis qu'on n'obtiendra pas de nécrose complète. C'est pas une vascularisation qui est terminale comme le rein, comme le cœur. Donc, au niveau histologique, il y a des mécanismes de relaxation des fibres musculaires lisses, ce qui fait que même à volume conservé de la prostate, on constate une amélioration des symptômes et c'est ce qui nous explique notamment la décorrélation qu'on constate entre l'évolution du volume prostatique et les symptômes avec des patients très améliorés à volume conservé et des patients moyennement améliorés qui auraient réduit leur volume. Alors nous, en pratique, comment ça se passe? C'est 3 étapes principales. Une fois que le patient arrive chez nous, il y a une première consultation où on l'informe comment ça se passe sur le déroulement de la procédure. La deuxième étape qui concerne la faisabilité technique, donc l'éligibilité du patient. Et ensuite, enfin, la procédure d'embolisation elle-même. Pour la première étape, donc en pratique, comment les patients arrivent chez nous? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de patients qui se disent ah bah, je vais prendre un rendez-vous de consultation chez un radiologue. En pratique, une grosse partie chez nous sont envoyés par nos confrères urologues. Il arrive que les patients soient envoyés également directement par le médecin traitant ou spontanément de lui-même prend un rendez-vous parce que il a vu, je sais pas moi, sur Internet, il a entendu un copain lui en parler, etc. Notre rôle, c'est déjà de vérifier comment l'indication a été validée de façon préalable. Euh, et notamment, est-ce qu'il a eu un bilan urologique préalable, quoi. Est-ce qu'il a vu un urologue? Est-ce que l'obstruction urinaire est confirmée? Est-ce que il n'y a pas de diagnostic différentiel, comme l'a évoqué François? Est-ce qu'il a déjà eu un traitement? Est-ce qu'on a pris le temps d'éliminer un cancer? Parce que souvent, ce sont des patients qui sont quand même qui ont plus de 50 ans. Euh, Est-ce que les médicaments ont été mal tolérés? Est-ce qu'il a déjà fait des complications? Est-ce qu'il a eu un bilan rénal? Etc. Donc, on s'assure déjà que ce bilan a été fait au préalable, ce qui est effectivement moins le cas quand il y a eu un contact spontané ou adressé par le médecin traitant. Mais ça ne nous empêche pas de les voir une première fois et ensuite de les envoyer vers l'urologue justement pour qu'il fasse ce bilan-là. Et ensuite, on les informe de comment ça se déroule en pratique, les avantages et les inconvénients. On y reviendra, mais globalement, ce qu'on tend à penser, enfin, ce qu'il en ressort, c'est que c'est une technique qui est efficace, euh, qui, on va dire, son principal avantage, c'est de conserver l'éjaculation et d'avoir un abord vraiment mini-invasif. Son inconvénient, probablement, c'est que la récidive est plus fréquente qu'avec les traitements chirurgicaux et que son effet est plus temporaire. Alors, ça se mesure en années, mais globalement, un patient qui va être embolisé a plus de chances de récidiver ses symptômes qu'un patient qui est opéré. Voilà. Donc, suite à cette consultation d'information, on va donner un prochain rendez-vous au patient, qui est l'étape numéro 2, qui concerne en fait l'éligibilité technique. Donc, pour nous, c'est l'étape la plus importante. C'est est-ce que on va pouvoir emboliser ce patient? Et comment on répond à cette question? Bah, on fait un scanner, un angioscanner pelvien haute résolution, donc qui est un scanner du bassin avec une injection de produit de contraste, où on va utiliser de la trinitrine pour vasodilater les artères et obtenir un scanner de bonne qualité qui nous permet de voir en fait d'où naissent les artères prostatiques. Pourquoi? Parce qu'entre 2 patients, les artères prostatiques naissent pas du même endroit et que même au sein d'un patient, il peut ne pas avoir le même nombre d'artères prostatiques à gauche, à droite. Elles peuvent naître le plus souvent d'un endroit différent. Comment sont ces axes iliaques? Est-ce qu'il y a des sténoses? Est-ce qu'on va pouvoir passer un cathéter? Par où on va le passer? Est-ce qu'on va y accéder par le poignet, donc par un accès radial ou par un accès fémoral? Donc, toutes ces informations, on les a en général par le scanner. Et puis, ça donne un délai de réflexion aussi au patient après qu'on l'ait vu une première fois, qu'il ait fait le bilan, pour connaître aussi sa motivation sur le traitement.
Ça, ce sont des images d'un angioscanner pelvien, comme on en réalise chez nous, où on s'aide de ces reconstructions tridimensionnelles, en fait, pour matérialiser le trajet, visualiser le trajet qu'on va emprunter, apprécier l'état de la bifurcation aortique, s'il est très difficile pour courber un cathéter et passer d'une jambe à l'autre, et nous guider, en fait, tout au long de la procédure. C'est en général des planches qui sont affichées pendant l'intervention pour qu'on puisse s'aider et ne pas se perdre dans toutes ces branches artérielles. Ensuite, enfin, donc la procédure d'embolisation, qui sera le troisième et dernier rendez-vous. Donc, la plupart du temps, chez nous, c'est réalisé en ambulatoire. Donc, en salle d'angiographie, comme vous pouvez le voir sur la droite, qui est une table de radio en quelque sorte dans un bloc opératoire avec un tube à rayon X qui permet de délivrer en continu, en scopie des rayons et se guider. Le plus souvent, on a quand même une prémédication avec une petite anxiolyse avant qu'ils descendent. Et en tout cas, notre équipe, on privilégie beaucoup la voie radiale pour plusieurs raisons. La première, c'est souvent l'accessibilité des artères prostatiques avec une angulation favorable quand on arrive par le haut, liée souvent à la bifurcation aortique. Et puis, il y a surtout le fait que c'est un geste en ambulatoire, que la voie radiale, ici, on met un petit pansement sur le poignet et le patient ressort quelques heures après. Alors que si on avait une ponction fémorale, en général, c'est plus compliqué. Il faut que les patients gardent la jambe tendue pendant 24 heures, etc. C'est une procédure qui, en moyenne, chez nous, oscille entre 1h45 et 2h30 de procédure. Donc, c'est un petit peu long. En général, c'est ce qu'on dit aux patients, c'est dur et c'est long. Ça, c'est la cicatrice qui est laissée après un point de ponction radiale, donc par lesquels on va introduire, sous guidage échographique, on va mettre dans le poignet un cathéter qu'on appelle un désilé ou un introducteur qui ressemble à ça, et par lequel, par le biais du trou ici vert, on va introduire progressivement les différentes sondes, les différents cathéters pour accéder jusqu'à la prostate. Ça, c'est le matériel qu'on utilise, qu'on passe dans le désilé. Donc, on va passer une première sonde, comme vous pouvez le voir à gauche, qui va nous permettre d'opacifier avec du produit de contraste les artères, se guider à l'intérieur pour, en fait, cathétériser l'artère iliaque commune, puis l'artère iliaque interne, et descendre, en tout cas, le plus loin possible à proximité de l'artère prostatique. Et puis, à l'intérieur de cette sonde, on va glisser ce qu'on appelle un microcathéter, comme vous pouvez en voir à droite, qui sont de formes différentes, de rigidités différentes, de matériaux différents, et qui sont vraiment adaptés à l'anatomie du patient. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un scanner de bonne qualité pour anticiper les difficultés liées à la naissance d'artères qui naîtraient à 90 degrés, de façon rétrograde, etc., pour avoir le matériel le plus adéquat, l'objectif étant à chaque fois de réduire le temps de procédure au maximum et d'irradiation. Alors, avec quoi on bouche? On bouche les artères avec des microbilles. Les équipes, c'est variable. Il y a des gens, notamment à Dijon, qui mettent de la colle. Nous, on a plutôt tendance à utiliser ces microbilles qui vont permettre d'obstruer progressivement en distalité l'artère. Alors, il existe plusieurs tailles de billes, suivant si on va aller très loin ou moins loin dans le tissu prostatique. On n'a pas tendance à utiliser la colle parce que la colle va plutôt tendance à sacrifier l'artère et on ne veut pas se fermer une porte si un jour on a besoin d'y retourner. Alors, juste sur la préparation du geste, il y a des équipes qui sondent les patients avant. Nous, on prend le parti de ne pas les sonder pour plusieurs raisons. Alors, ils sont prévenus qu'il y a un risque de rétention aiguë d'urine au décours de l'embolisation, je vous expliquerai. Mais on prend le parti de ne pas les sonder d'emblée. Au final, on a un taux de rétention qui est assez faible, qui effectivement est corrélé quand même au volume prostatique initial. Mais le confort de l'ambulatoire, c'est aussi d'arriver et de repartir sans sonde. Donc on prend le parti de ne pas les sonder, mais bon, ça peut arriver que s'ils se compliquent d'une rétention, il soit nécessaire d'être sondés et ils en sont bien conscients. Ça, ce sont des images d'une artériographie prostatique à l'origine de l'artère prostatique avec une petite branche rectale qui. Alors le scanner c'est très important parce qu'on voit aussi s'il y a des anastomoses et des communications anormales entre les artères de la prostate, les artères de la verge, les artères du rectum.
pour éviter ce qu'on appelle l'embolisation non cible, c'est-à-dire de boucher une artère euh, alors qu'on n'a pas voulu la boucher et d'entraîner justement des complications, c'est-à-dire des ischémies ailleurs. Non, c'est pas l'objectif, bien évidemment. À droite, on a une deuxième, on a encore une artère prostatique ici, avec probablement aussi un petit paquet rectal de ce côté. Ça, c'est des images d'embolisation avant et après. On voit une parenchymographie prostatique, d'ailleurs bilatérale quasiment, avec une opacification d'un seul côté, et puis une stase. Et après embolisation, une parenchymographie qui s'est éteinte liée à l'obstruction du lit vasculaire prostatique. Alors, comment ça se passe après? Souvent, les patients vont avoir quelques jours après un syndrome post-embolisation. On leur explique que dans les jours qui suivent, ils vont quintupler leurs symptômes qui les gênaient, que ça va être au paroxysme. Euh, c'est un cap qu'il faut passer lié au fait qu'on bouche les artères de la prostate. Elle va un peu se sidérer et gonfler, se démacier avant de débuter une nécrose. Et que pour prévenir cette post-embolisation, donc on va leur remettre une ordonnance à titre systématique qui inclut un traitement anti-inflammatoire, un laxatif pour le confort, parce que parfois ils sont un petit peu constipés, et des antalgiques. Les complications qu'on leur a expliquées, c'est principalement l'hématome. Alors l'hématome au point de ponction artérielle ou la thrombose de l'artère, enfin toute complication d'artériographie ou d'accès vasculaire en général. L'infection qui est pas très fréquente. Celle qu'on craint principalement, enfin les deux qu'on craint le plus, c'est la rétention aiguë d'urine qui peut survenir après. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi. Alors, on n'a pas trop de problèmes parce qu'on est quand même en bon terme et on travaille beaucoup avec nos urologues. Donc comme c'est eux qui nous les envoient en général, s'il y a une rétention aiguë d'urine, on sait qu'on peut se reposer quand même sur eux. Mais c'est une complication quand même qui est embêtante et du fait qu'on les sonde pas d'emblée, ils sont bien prévenus, mais voilà, faut qu'ils soient au courant qu'il y a cette possibilité-là. Et puis, il y a l'embolisation non cible. Alors, dans la littérature, effectivement, il y en a. Et on a l'impression qu'il y en a de moins en moins, probablement lié à l'évolution des plateaux techniques, de la résolution de l'enjeu scanner, qui permet de s'affranchir, qui permet de bien détecter les anastomoses et les artères à éviter, et surtout la résolution spatiale dans les nouvelles salles d'artériographie, qui est quand même très bonne. Donc, en général, on n'a pas trop de difficultés à détecter ça. Voilà. En pratique, après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, on les revoit un mois pour voir comment s'est passé les suites. Est-ce qu'ils ont eu un syndrome post-embolisation s'ils nous ont pas rappelé que tout allait bien? Est-ce qu'ils commencent à avoir une amélioration des symptômes? Voilà. Et on les revoit également à 3 mois avec une IRM cette fois-ci pour juger de la diminution du volume, même si, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas systématiquement de diminution du volume, en tout cas qui est corrélée à l'amélioration des symptômes. Et puis, bah, le patient, il retourne à son suivi habituel avec son urologue. S'ils ont un traitement médical pour leurs symptômes prostatiques, en général, on leur recommande quand même de poursuivre au moins jusqu'au 1er mois. Et puis au 1er mois, on avise en fonction de l'évolution des symptômes si on peut tenter de l'arrêter ou pas. Donc pour conclure, c'est quelque chose qui est relativement récent, mais déjà plus de 10 ans quand même, qui est efficace, mais efficace en cas de succès technique et en cas d'anatomie favorable chez les patients. C'est pour ça que c'est hyper important de sélectionner les patients et surtout les bonnes indications, comme vous l'expliquera le docteur Briand. Et puis, de ce qu'on constate en tout cas dans la pratique et dans la littérature, c'est que la place quand même semble se situer plutôt entre les médicaments et la chirurgie ou en alternative au traitement médical, avec toutefois un taux de récidive qui est quand même bien, qui est quand même bien présent, en tout cas à long terme, et plus élevé qu'avec un traitement chirurgical. Et puis, on est content de travailler avec nos urologues qui sont là pour qu'on puisse proposer aux patients qui aiment aujourd'hui s'impliquer dans leur traitement et choisir, en tout cas participer au choix de leur traitement pour choisir la possibilité qui leur convient le mieux. Merci beaucoup. Michel, il vient de vous expliquer comment ça se passe en pratique. Très clairement, c'est un traitement qui est vraiment pas connu, cette embolisation. C'est connu de personne, en fait, hein. C'est pas connu des patients, c'est pas connu des urologues, c'est pas connu des radiologues. Voilà. Donc, le but de mon topo, c'est bien beau de ce que vient de dire Michel, mais est-ce qu'on a des preuves de tout ça? Où on en est? Souvent,
souvent les gens sont pas bien au courant de ce qu'on avance. Donc le but de mon topo ici, c'était de savoir si cette embolisation dont on vous parle, bah, c'était de la science ou du mysticisme. Alors c'est un peu provocateur bien sûr. Là à droite, vous avez une image d'adénome de prostate. Donc au centre de la prostate, il s'est passé un traitement. Et ça, c'est le contrôle à 3 mois. Est-ce que je vous ai mis une petite baguette magique? En dessous, c'est une molécule de chloroquine. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette prostate comme ça réduise de taille et l'adénome? Si on veut avoir des preuves scientifiques, il faut, notre rôle, hein, c'est d'aller creuser PubMed pour voir au final qu'est-ce qu'on a avancé comme chiffre au patient, qu'est-ce qu'on a comme histoire à lui raconter. Et c'est une expérience assez sympa là, que j'ai faite parce qu'en fait, c'est une histoire médicale que je vais vous raconter comme beaucoup d'autres. Mais c'est une histoire médicale assez sympa. Alors, j'ai commencé en 2008. Avant 2008, il y a pas mal de case reports d'embolisation de prostate, mais c'est essentiellement des complications post-opératoires ou des complications sur du cancer ou enfin voilà. En tout cas, à titre euh, hémostatique, l'embolisation s'est beaucoup développée comme ça. Elle est en première ligne du traitement des saignements dans beaucoup de choses. Et en 2008, le premier à rapporter, c'est le docteur Demerit. Ça, c'était un patient, je vous passe les détails, mais ça faisait 6 mois qu'il était sondé, qu'il saignait, qu'il avait une hématurie. Il avait tout eu, même de la radiothérapie. Et comme souvent, le radiologue interventionnel arrivait après tout ça, il a embolisé le patient pour plus qu'il saigne. Ça a plutôt bien marché. Et ils étaient surpris de voir à 1 an que le patient avait beaucoup moins de symptômes obstructifs en passant avec un IPSS, comme vous l'a expliqué François, de 24 à 5. Donc là, on avait peut-être quelque chose. Il y a des articles tout de suite qui sont sortis. Est-ce que cette embolisation de prostate peut gérer les adénomes comme au final ce qu'on faisait déjà un petit peu, enfin beaucoup à l'époque pour les fibromes-utérins. Et là, il y a une équipe espagnole. J'ai pas mis, je suis désolé, j'ai pas mis les auteurs, qui s'est motivée à faire une preuve de concept sur 8 cochons. 8 cochons embolisés, 8 cochons cathétérisés non embolisés. Alors ça devait être rigolo, mais ils se sont amusés à regarder leur score sexuel et urinaire. Ils ont vu que les cochons allaient bien dans les 2 cas. Et ils ont sacrifié les cochons embolisés pour voir qu'il y avait effectivement une réduction de taille de la prostate, des zones de micro-infarctus focal. Donc une preuve de concept qui était faite sur l'animal, qui validait entre guillemets le concept. Chez l'homme, il a fallu attendre cet homme-là, qui est connu chez nous, c'est le docteur Pisco, qui est plus avec nous, qui a en 2011 proposé pour la première fois à ses patients, en décrivant très clairement le caractère expérimental, hein, qu'il y avait une alternative potentielle à la chirurgie, des patients qui étaient très embêtés avec des gros IPSS. Et donc, sur un peu plus d'1 an, ils ont pu inclure 23 patients, puis finalement 15, parce qu'ils ont reculé sur l'IRM, le scanner, voilà. Sur ces 15, ils n'ont embolisé que 11, donc 4 échecs. Et c'est cette première cohorte, elle validait, entre guillemets, la faisabilité chez l'homme, avec un peu moins de symptômes. Déjà, de façon satisfaisante, on voyait que ça touchait pas du tout à la fonction sexuelle ou urinaire, une baisse du résidu et du volume prostatique, un débit qui augmentait, enfin bref. Ils avaient eu une grosse complication avec une ischémie de vessie sur 1 centimètre. Donc voilà la cohorte Princeps, à qui on doit beaucoup en 2011, il y a à peu près 12 ans. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors sincèrement, 12 ans en radiologie interventionnelle, j'ai envie de dire, quand on voit les images, je sais pas si vous avez vu les images d'avant, voilà, ça c'est une image de l'étude de 2011, c'est comme ça qu'ils faisaient les embolisations. Donc maintenant, on a clairement retrouvé la lumière, hein. C'est-à-dire qu'en gros, on a progressé en imagerie pré-interventionnelle, en mapping, et le scanner préopératoire qu'on fait, on détecte les artères nourricières, les veines atomiques, les anastomoses. On peut s'aider ensuite pendant le traitement avec de la fusion, du guidage. On peut vérifier qu'on est en cible et pas hors cible si besoin avec les salles qu'on a, que Michel vous décrivait, sont capables de faire des mini-scanners en direct pour être certain de tout ça. Le matériel a énormément évolué aussi. On travaille beaucoup avec le laboratoire Terumo, mais il faut des microcathéters qui soient tout petits, qui soient très longs, qui glissent énormément, mais qui avancent quand même. Enfin, tout ça, ça a beaucoup avancé. On sait aussi depuis qu'il y a une énorme courbe d'apprentissage dans ce traitement. C'est une des plus longues qu'on a en radiologie interventionnelle. Il y a plusieurs études comme ça, c'est souvent des études anglo-saxonnes qui aiment bien ce sujet. Le plateau, il se fait à peu près au bout de 70 patients, ce qui est beaucoup pour n'importe quel type de traitement interventionnel ou chirurgical.
Mais bref, c'est un traitement difficile, comme vous l'a dit Michel, qui est favorisé maintenant par l'imagerie, par le matériel et par bien sûr l'expérience. Alors, les questions pour savoir, je vais essayer de résumer les questions que pouvaient se poser les médecins et les patients sur ce traitement d'un point de vue scientifique. La première, c'est est-ce que c'est efficace? De nos jours, hein, je parle. Est-ce que c'est bien toléré? Quel impact sur la sexualité du patient? Est-ce que ça récidive? Est-ce qu'il y a des meilleurs patients que d'autres à traiter par embolisation? Est-ce que c'est mieux qu'une résection? Et comment faire mieux? Alors, c'est fait beaucoup de questions en 10 minutes. Vous allez voir que je vais pas tout faire, mais on va essayer d'apporter quand même les principales réponses scientifiques. Donc là, si on veut des vraies réponses scientifiques, on peut plus regarder des cohortes de 10 patients, hein. Donc, dans la littérature, il y a des essais randomisés sur l'embolisation. Je vous ai mis celui-là en premier parce qu'il est unique. Il n'est pas randomisé versus un traitement de référence, il est randomisé versus un traitement, ce qu'ils appellent sham, c'est-à-dire une fausse artériographie où on n'embolise pas le patient. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y en a pas plusieurs des comme ça dans la littérature. C'est le même groupe de Lisbonne qui l'a créé. 40 patients embolisés, 40 patients qui ont simplement une artériographie. Ils sont analysés pendant 6 mois et au bout de 6 mois, ceux qui n'ont eu que l'artériographie ont un crossover pour être embolisés avec 2 cohortes de suivi. C'est des patients qui avaient énormément de gènes puisqu'ils avaient plus de 20 un IPSS supérieur à 20 pour être inclus. Et dans le groupe embolisé, à 25 d'IPSS, et même 27 dans le groupe sham. Donc, ce qu'on a pu mettre en évidence avec ça, bah, c'est les résultats purs de l'embolisation. Et on voit effectivement déjà que quand il n'y a pas d'embolisation, il ne se passe rien. Et dans le groupe avec embolisation, l'IPSS perdait en moyenne sur les 40 patients 14 points. La qualité de vie 2,2 points, donc c'était ce que l'échelle de 0 à 6 dont vous parlait de Dr Gavini tout à l'heure. Ça validait le fait qu'il n'y avait pas d'atteinte a priori de la fonction sexuelle, voire un petit peu mieux que dans le groupe sham. Et puis quand on s'intéresse à l'efficacité d'un traitement, on peut aussi être intéressé à l'efficacité objective, aux chiffres objectifs plus qu'aux symptômes dans certains cas, notamment dans les cas où les patients sont au final peu symptomatiques mais très obstructifs avec des complications en rétention. Et là, voilà, donc ça nous donne les premiers chiffres assez objectifs, 30%, 6 millilitres de débit en plus, 40 millilitres de résidus. Je passe un petit peu les détails et les chiffres. Une embolisation sur ces 80 patients avec une hématurie, avec une rétention aiguë d'urine et à peu près 50% de syndrome post-embolisation. Alors, les autres essais, et là c'est une méta-analyse de 2020 dans Open Radiology qui décortique tous les essais qu'il y a pu avoir, qui en retiennent uniquement 10 de scientifiquement acceptables entre guillemets, qui sont pas exemptes de biais pour chacune d'entre elles. C'est le petit tableau qui est ici que je vais pas vous décrire, mais globalement, les équipes américaines, anglaises, brésiliennes, l'équipe de Lisbonne aussi, ont chacun eu leur essai clinique randomisé contre traitement de référence, qui a été un traitement souvent par résection endo-urétrale. Ce qu'on peut dire de cette méta-analyse, c'est que ça valide au final les chiffres de la cohorte contre sham, c'est-à-dire que les chiffres sont assez identiques. En moyenne, les patients perdent 15 points d'IPSS, ils sont entre 2 et 3 points de qualité de vie, ça ne modifie pas le score sexuel. Donc on a des chiffres qui sont à peu près reproductibles et cohérents en fonction des cohortes qui ont été analysées. Plus récemment, cohorte française, Cocorico, donc c'est le professeur Stapoval de la HEGP, c'est très intéressant comme étude parce que ça se rapproche plus de notre pratique actuelle, qui a comparé l'embolisation non pas avec une chirurgie, mais avec une bithérapie. C'est des patients qui sont en échec de la première ligne de traitement médical, de l'alpha-bloquant, et qui d'emblée peuvent avoir une bithérapie ou une embolisation. Et ça, c'était vraiment une étude ouais, pour nous qui nous parle beaucoup. On voit qu'il y a 2 fois plus d'amélioration des symptômes avec l'embolisation qu'avec une bithérapie, que ça touche pas à la sexualité du patient, qu'à 1 an, dans le bras qui a été embolisé, il y a 4 fois moins de chances d'avoir besoin d'une chirurgie. Et puis, ça valide aussi, mais ça on en parlera après, il n'y a pas eu d'accident, enfin, d'événements indésirables graves, de 3 à 4, c'est-à-dire nécessitant un traitement et une hospitalisation du patient sur cette cohorte.
Donc à la question, est-ce que c'est efficace? Très sincèrement, je crois qu'on peut répondre oui. On a maintenant, en 10 ans, un travail scientifique qui a été réalisé, qui est quand même assez conséquent de partout dans le monde, suite aux premiers travaux de Lisbonne. Et on est dans le haut de la pyramide, c'est-à-dire avec des méta-analyses, des essais randomisés, qui valident en tout cas que c'est un traitement de l'adénome de prostate. Est-ce que c'est bien toléré? Alors, Michel vous en a parlé de cette voie radiale. Nous, c'est vrai il est presque extrêmement trop vendu, ce traitement, comme un traitement bien toléré, ambulatoire, pas de cicatrice, on passe pas par un sexe. On peut aller au travail le lendemain, même chez les personnes âgées, les anticoagulants, il n'y a pas de sondage, on peut tout faire derrière. Est-ce que c'est vrai? Alors, pour savoir si c'est vrai, là, j'ai pas repris les méta-analyses directes, j'ai pris une cohorte qui est plus récente, le docteur Amouyal, non, qui est peut-être connecté ce soir, parce que ça ressemble à l'activité récente, actuelle, qu'on fait chez nous à Embolion, de plus de 300 patients, euh, et qui décrit bien les différents symptômes en fonction de ce qui se passe. Globalement, ce qu'on peut voir dans cette étude, c'est qu'il y a probablement plus de syndrome post-embolisation maintenant. Lui, il en a 85%, c'est beaucoup. Syndrome post-embolisation, donc ça peut brûler quand on urine, aller uriner plus souvent, avoir un petit peu de fièvre, une petite douleur. Voilà, c'est pas très sympa. Moi, je dis aux patients souvent que c'est comme si vous avez collé un peu une infection urinaire. Ça dure en moyenne 4-5 jours. Et puis après, l'amélioration arrive. Donc ça, c'est pas obligatoire chez le patient. Chose importante, c'est pas corrélé avec la réponse au traitement. On dit ça souvent aux patients pour le rassurer, ah bah c'est que ça va bien marcher, mais c'est pas vrai. Il y a des patients qui n'ont pas de syndrome post-embolisation qui sont très bien améliorés. Et dans les autres types, après le syndrome post-embolisation, qui est quasi donc inéluctable, il y va y avoir deux types de complications. Suie au point de ponction, donc c'est là où la voie radiale prend aussi beaucoup de son sens par rapport à une voie fémorale, c'est qu'il n'y a pas d'événement indésirable grave sur cette voie radiale, même s'il y a un hématome, même s'il y a une occlusion d'artère radiale, 3%, on en a une récemment. Les patients restent asymptomatiques ou post-symptomatiques, mais en tout cas, il n'y a jamais, faut jamais dire jamais, mais il n'y a quasiment jamais de la nécessité de faire quoi que ce soit derrière. Et dans les autres complications qu'il y a, donc là, ils ont eu 21 complications sur 311, ça fait à peu près, je sais plus, 6-7%. On voit qu'ils n'ont pas eu de rétention urinaire, nous on en a eu. Euh, on les voit venir effectivement, c'est des patients qui sont peut-être un peu border pour l'embolisation, pour en discuter. Ils n'ont pas eu d'infection si le patient n'avait pas de cathéter. Il y a des hématuries, il y a des rectorragies, il peut y avoir une petite ulcération sur le gland, ce qu'on appelle une balanite de patient. C'est une ulcération transitoire. Et puis les cas exceptionnels, des détachements, des nécroses de la prostate, et puis l'exception qui fait la règle, une aggravation de la fonction érectile sur 311 patients. Voilà. Et ils ont remis les complications qu'il y avait initialement, l'ischémie de la vessie, l'ischémie du rectum, l'ischémie du gland et la nécrose. Ça, c'est des choses qu'on n'est plus censé voir de nos jours avec la technique actuelle. Alors, est-ce que c'est bien toléré? Je pense qu'on peut mettre oui, tout est relatif, bien sûr, c'est toléré par rapport à ce que le patient souhaite. Mais globalement, c'est un patient qui est plutôt bien toléré. Et je vous invite à vous connecter à la chaîne du docteur Amouyal qui fait des super vidéos hyper didactiques. C'est le YouTuber de la radiologie interventionnelle et c'est hyper clair. La sexualité, je passe vite. Vous avez compris hein, qu'on touche pas globalement à la sexualité du patient. Il peut avoir une hémospermie transitoire, une diminution transitoire du volume d'éjaculat, une petite tache sur le gland transitoire, mais ça doit s'arrêter là. Il y a bien sûr des case reports, des cas cliniques qui confirment l'exception, entre guillemets. Mais normalement, on n'est pas censé toucher à la sexualité du patient. C'est ce qui rend la chose attractive chez les patients jeunes notamment. Voilà, c'est valide. Est-ce que ça récidive? Alors, pour ça, dans toutes les études, une passe au-dessus des autres. C'est la cohorte initiale des Portugais qui ont plus de recul que tout le monde. Et ils nous montrent sur leurs 1000 patients en 10 ans ben, que oui, ça récidive. Hein. Il y a un taux de réintervention, donc de réintervention, hein, pas forcément de patients qui restent chez eux sans intervenir, de 20% à 5 ans et de 58% à 10 ans. Alors dans cette cohorte, il y a les premiers patients aussi, hein, qui sont pas embolisés pareil probablement. Mais globalement, on peut pas dire aux patients que c'est un patient qu'ils sont traités une fois pour toutes et puis que c'est quelque chose d'oublié qu'ils mettront derrière eux.
Moi, je donne le chiffre de 30% à 5 ans à peu près aux patients de récidive des symptômes. 75%, c'est une reperfusion des artères prostatiques qu'on a embolisées. 25%, c'est de nouvelles artères qui se développent sur des collatérales qui étaient inexistantes ou minimes avant. On nous demande souvent est-ce qu'on peut réemboliser. Alors ça dépend du patient. S'il avait bien répondu initialement, il y a de bonnes chances que ça remarche, mais on voit aussi sur ces deux papiers que ça va marcher, mais il y a une grosse chance aussi que ça récidive derrière, hein. 50% de récidive à 2 ans sur les patients réembolisés. S'il n'y avait pas une bonne réponse initialement, une réponse mauvaise, on peut retenter, bien sûr, il y a des fois une demande des patients, mais globalement, on risque pas de faire beaucoup mieux et il y a un risque de rechute à 2 ans qui est assez élevé. Ça, le scanner nous différencie énormément ces patients aussi, parce qu'il faut qu'on ait, nous, techniquement, une belle artère à emboliser, une belle reprise, pour pouvoir espérer avoir une bonne embolisation et un bon effet. Est-ce que c'est mieux qu'une résection? Alors, j'ai pris deux méta-analyses, une urologique, euh, deux américaines, une urologique, une radiologique, qui arrivent à peu près aux mêmes conclusions. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des traitements qui marchent. C'est deux traitements qui marchent avec des baisses d'IPSS, que l'embolisation est probablement moins invasive, notamment sur le caractère ambulatoire, et que la résection, qui est le gold standard, a plus de désobstruction objective. C'est-à-dire que si on fait pisser deux patients après chirurgie ou après embolisation, le débitmètre, le débit de résidus sera meilleur après chirurgie. Donc ça va jouer dans la sélection des patients. Même si les IPSS, on voit que les deux vont baisser, ça peut jouer très clairement dans la sélection des patients. Est-ce qu'il y a des meilleurs patients que d'autres pour nous en embolisation? Pour une embolisation prostatique? Bah, bien sûr. Faut pas qu'il y ait d'athéromimitant. Je vous ai mis des patients des fois qui arrivent avec des artères plus fermées couvertes. Faut pas des vessies de lutte avancées parce que là, on arrive après la bataille, hein. Ça, c'est un patient qu'on a pourtant embolisé, qu'on n'aurait probablement pas dû, mais qui voulait pas du tout de chirurgie, qui vous voyez comme à quel point il était embêté. Voilà, ça, c'est pas des bons patients, hein. C'est pas des patients du tout d'embolisation. Faut pas d'infection, bien sûr. Est-ce qu'il faut une grosse prostate uniquement? Alors, si j'ai mis un nom catégorique, parce que c'est pareil, au début, il fallait des grosses artères pour cathétériser, c'était des échecs techniques. Maintenant, très sincèrement, des petites prostates, si sur le scanner, on voit une belle artère, on devrait arriver à la cathétériser, à traiter le patient. Donc, l'artérioscanner, il nous différencie tout ça, mais je dirais que pas plus qu'une petite, qu'une grosse, voilà. Il faut que l'artérioscanner soit positif. Le lobe médian, il revient souvent dans les questions. Alors, j'ai beaucoup regardé. La plupart des études le font pas ressortir comme un facteur d'échec. J'en ai trouvé une, que je vous ai pas mis chinoise, qui le fait ressortir quand même en fonction du taux de protrusion, mais aussi, il faut que ça soit une protrusion qui soit plutôt en hauteur et pas du tout en largeur, ce qui est un peu logique, et probablement par cet effet-là. Parce qu'on a tous des patients qui ont été embolisés avec des lobes médians et qui récidivent vite, avec une façon de récidiver très aléatoire, pas mal d'urgenturie, puis ça va bien un jour, ça va moins bien l'autre, et probablement ce qu'on appelle l'effet Clapet, que les urologues connaissent un peu, qu'on traite avec nos chirurgiens ici, c'est-à-dire un lobe médian qui est dévascularisé, qu'on a traité, on sait qu'il va réduire de taille, mais qui est un peu dévascularisé et qui fait des obstructions par moment, comme un Clapet, sur la sortie de la vessie, l'entrée de l'urètre. Ça, c'est très intéressant parce que les urologues sont capables d'aller réséquer ça pour être moins invasif sur le patient et traiter vraiment uniquement la partie qui embête le patient. J'ai fait une dernière slide sur comment faire mieux, mais sans m'étarder, parce que ça, on pourrait y passer des heures. Ça, c'est nos congrès, en gros, de radiologie à nous, mais bien sûr qu'il faut faire mieux, notamment pour sélectionner les patients, savoir ceux qui vont bien bénéficier d'une embolisation, est-ce qu'il faut faire des IRM de perfusion, d'élastographie. On a une équipe à Nîmes qui travaille le scanner spectral. Ils sont chanceux, ils le font même pendant l'embolisation. Donc, il y aura probablement des réponses là-dessus. L'efficacité, on travaille sur l'agent d'embolisation, ça a certaines limites aussi sur ce qui est disponible, avec un rapport, un ratio efficacité-tolérance à conserver pour le patient. Et éviter les récidives, ça, c'est pour le coup, il y a beaucoup de travail dessus. La colle, probablement, ne permet pas cette reperfusion de l'artère principale. Et puis, il y a des études en cours de coiling out, c'est-à-dire qu'après avoir mis les billes, on coille l'artère avant de s'en aller. Donc, on aura des réponses d'ici 1 ou 2 ans.
Voilà, donc est-ce que c'est science ou mysticisme? J'espère vous avoir convaincu qu'il y a quand même beaucoup. On n'est plus du tout sur un traitement expérimental, hein. On n'est pas du tout dans l'expérience. On est, euh, on est sur des cohortes de patients sérieuses, que c'est un traitement efficace et bien toléré, qu'il y a certains écueils, bien sûr, de récidive et de désobstruction peut-être pas satisfaisantes. Alors, pour qui faut proposer ce patient? C'est le dernier topo qu'on vous propose avec notre urologue, le docteur Briand. Donc, c'est moi qui vais vous expliquer enfin, à quel moment on place l'embolisation dans la prise en charge des patients. J'ai fait un topo un peu large sur l'embolisation, mais enfin, j'ai aussi parlé des autres thérapeutiques mini-invasives. Je fais l'état des lieux un petit peu sur ce qui se fait en urologie à partir du moment où le traitement médical est devenu insuffisant. Donc les références historiques, la référence du traitement chirurgical depuis plus de 50 ans maintenant, c'est la résection endoscopique de prostate mono ou bipolaire. C'est le point de comparaison de toute nouvelle technique dans la littérature et c'est proposé chez les patients qui ont des troubles modérés à sévères du bas appareil en rapport avec un adénome de prostate, la plupart du temps avec un adénome de moins de 80 grammes. Après, il y a des équipes qui résèquent plus, mais la plupart du temps, c'est ça. Pour des adénomes de plus gros volume, historiquement, on a l'adénomectomie chirurgicale, qui reste une référence dans la littérature, qui est une technique très ancienne, vu que la première procédure était avant 1900. Ce sont des techniques qui ont un risque hémorragique qui est quand même important. Pour ce qui est de l'adénomectomie chirurgicale, on a des complications pariétales qui n'existent pas avec les thérapeutiques endoscopiques. On a des DMS qui sont assez longues, en tout cas pour l'adénomectomie, pour certaines séries de résection également. On a un taux de chute d'escar à 20% avec des taux de réhospitalisation qui sont en rapport avec le nombre de chutes d'escar. Les techniques émergentes qui sont émergentes depuis quand même un certain nombre d'années, les urologues cherchent une alternative à la résection mono ou bipolaire. On a plusieurs types de lasers qui ont été utilisés depuis maintenant peut-être plus de 20 ans. Donc on a deux qui ressortent, l'OLEP et le TULEP. On peut également énucléer avec l'énergie bipolaire. Ouais, les techniques d'énucléation, actuellement, c'est les techniques à la mode. On a un traitement qui est complet, on a moins de récidive à long terme que la résection endoscopique de prostate, et surtout, on n'a pas de limite de taille pour le traitement endoscopique, ce qui est un avantage. On a également la vaporisation de prostate. Les premiers à avoir fait ça, c'est ceux qui ont fait le laser Greenlight. On peut également vaporiser au laser TULEP ou à l'aide d'un résecteur bipolaire. Le traitement est moins complet, mais c'est très peu hémorragique. On a la possibilité de faire de l'ambulatoire et de traiter finalement sans trop de risque hémorragique les patients sous anticoagulants. J'ai évoqué l'adénomectomie par laparoscopie robot assistée. Il y a certaines équipes qui peuvent le faire, mais c'est une technique très coûteuse. L'objectif du traitement chirurgical, en fait, c'est d'améliorer le débit et d'améliorer la vidange vésicale, ce qui va conditionner la diminution de la fréquence d'émission, par la suite, la disparition des impériosités et des fuites par impériosité, la diminution des mictions nocturnes et donc l'amélioration du sommeil. Et également, quand on a une amélioration du sommeil, on peut ça améliore la qualité de vie de manière générale. Le gros inconvénient, c'est la convalescence qui est longue et une éjaculation rétrograde qui est quasi certaine. Même si on voit des études qui avancent des chiffres de 55% d'éjaculation rétrograde après chirurgie désobstructive, je pense qu'on peut facilement annoncer, enfin en tout cas c'est ce que j'annonce aux patients, c'est plus de 80% de chances de perdre l'éjaculation après un traitement chirurgical. L'objectif des traitements mini-invasifs, c'est de pallier à ces complications-là, d'essayer d'avoir des suites post-opératoires plus simples, en tout cas une convalescence moins longue, et de conserver la qualité de vie et notamment de conserver toutes ces fonctions avec la fonction éjaculatoire. Donc, pour moi, une thérapeutique mini-invasive doit être peu douloureuse, il ne doit pas y avoir de risque hémorragique ou faible, et peu de risque pour l'éjaculation.
Donc, en gros, on va induire une nécrose de l'adénome de prostate avec l'embolisation. Là, j'ai évoqué également, enfin dans la parenthèse, le Résume, qui est un traitement à la vapeur d'eau, qui va avoir le même objectif, c'est-à-dire en fait de ramollir l'adénome qui pose un problème au patient dans sa manière d'uriner. Et on va chercher également une amélioration du jet et de la vidange par ce biais-là. Une autre thérapeutique mini-invasive, c'est l'implant Urolift, qu'on n'a pas nous à Charcot, qu'on n'utilise pas, mais qu'on espère avoir un moment, qui va améliorer directement le jet pour améliorer les symptômes sans toucher à l'anatomie prostatique tout en conservant l'éjaculation. L'inconvénient, les thérapeutiques mini-invasives sont moins efficaces sur le jet que la chirurgie et on peut avoir un taux de retraitement important en fonction des différents traitements à moyen terme, à court ou à moyen terme. Donc, il y a des recommandations qui ont été éditées par l'Association française des urologues en 2021. Qui sont assez détaillées. Donc, en gros, on nous dit qu'on peut proposer une incision cervico-prostatique, ou ICP, qui est des obstructions chirurgicales pour les prostates de petit volume sans lobe médian. On nous dit qu'on peut proposer une résection de prostate mono ou bipolaire pour les prostates de 30 à 80 cc, avec une vaporisation proposée soit au bipolaire, soit au green light, en alternative à la résection de prostate. On propose la plupart du temps un green light, et c'est passé dans les recommandations, aux patients à risque hémorragique, parce que c'est vrai que ça saigne moins. Et on peut proposer une énucléation endoscopique de prostate, parce que c'est la mode, en alternative à la résection de prostate, et même à l'adénomectomie voie haute ou mini-invasive pour les prostates de gros volume. La place des thérapeutiques mini-invasives en 2021, il y en a une quand même, c'était dans les recommandations. Donc, l'embolisation des artères prostatiques peut être proposée en cas de contre-indication ou de refus d'intervention chirurgicale pour des prostates de plus de 80 grammes. Bon, ça, c'était en 2021. Et c'est vrai que dans notre pratique, les choses ont un peu évolué. Les implants intraprostatiques, donc c'est le Résume, sont une alternative également pour les prostates de petit volume. Voilà, c'est du Urolift. Et les techniques à la vapeur d'eau ou à l'eau bouillante avec la coablation et le Résume ne peuvent être recommandées en pratique courante. Et ça, c'était en 2021 parce qu'il manquait un petit peu d'études. Depuis, il y a eu pas mal de papiers qui sont sortis. Moi, j'ai ressorti une méta-analyse de la Cochrane en 2021 qui reprenait 27 études, 3000 patients, des patients de plus de 50 ans avec des troubles urinaires du bas appareil dû à un adénome de prostate modéré à sévère. Et en gros, ils ont recensé toutes les études qui comparaient le traitement mini-invasif à la référence, la résection de prostate. On en ressort une amélioration moins importante du débit des thérapeutiques mini-invasives face à la résection de prostate, ce qui était attendu. Une amélioration moins importante également de la fonction érectile. Alors c'est ce qui ressort de la Cochrane, j'en ai parlé, c'est assez étonnant, mais on retrouve une amélioration de l'érection après le traitement mini-invasif et résection de prostate, et la meilleure amélioration était pour la résection de prostate, ce qui me paraît un peu aberrant. Je sais pas, enfin j'ai pas eu faudrait pouvoir lire toutes les études pour comprendre pourquoi. Un retraitement plus important à court terme pour les thérapeutiques mini-invasives, mais alors à court terme, c'est 0 à 4% à 12 mois. Parce que la plupart des études avaient quand même un suivi des patients qui était assez court et qui allait de 12 à 60 mois, mais la plupart des études, c'était quand même 12 mois. Une amélioration surtout équivalente du score de qualité de vie. C'est-à-dire qu'en gros, on améliore moins bien le débit, mais la plupart des patients finalement se plaignent pas du débit, ils se plaignent surtout de la fréquence d'émission et de la fréquence d'émission nocturne. Un taux de complications très en faveur des traitements mini-invasifs, et notamment de l'embolisation, et un taux d'éjaculation rétrograde très en faveur également des traitements mini-invasifs. Il y a une autre méta-analyse qui est sortie en 2023 dans l'Européenne, mais je pense que ça doit être les mêmes qui sont sortis dans le BSU. J'ai vu ce que tu as dans ta
dans ta présentation. Donc, il reprenait certainement les mêmes 27 études que celles de la Cochrane, et puis des études en plus, puisqu'il y avait 63 études qui comparaient également les techniques mini-invasives type résumé, urolift, embolisation à la résection de prostate. Et qui concluait en un rapport bénéfice-risque favorable pour proposer des traitements mini-invasifs aux patients avec des troubles modérés à sévères du bas appareil en lien avec un adénome de prostate. Il en ressort une amélioration de la qualité de vie équivalente pour les traitements mini-invasifs et donc pour l'embolisation, moins de risque de complications, une efficacité inférieure comparée à la chirurgie sur le jet, et il conclut que ça nécessite une évaluation de suivi à long terme parce que pareil, c'est des études avec un suivi assez court. Donc, en gros, ce qu'on en ressort, c'est que l'embolisation, les autres techniques mini-invasives, ont des résultats inférieurs à la chirurgie sur le jet, mais le jet, ça n'est pas la plupart des patients qui se plaignent d'un jet faible. Il y en a, mais c'est pas la plupart. Elles sont mieux tolérées avec une éjaculation conservée dans la plupart des cas. La plupart des séries retrouvent un moins de 10% d'éjaculation rétrograde, ou en tout cas de modification de l'éjaculation après embolisation ou autre technique mini-invasive. Si on compare à un traitement médical mal toléré, finalement, on a tout intérêt à proposer ces thérapeutiques mini-invasives, et en l'occurrence l'embolisation, puisqu'on y a accès à Charcot, parce qu'on va avoir des résultats équivalents, voire supérieurs à un traitement alpha-bloquant, peut-être moins d'éjaculation rétrograde ou même de dysfonction érectile, parce qu'il y a quand même pas mal de patients qui ont une dysfonction érectile sous alpha-bloquant. Il n'y a pas d'hypotension orthostatique, pas de troubles digestifs, pas d'obstruction nasale qu'on peut avoir avec l'alpha-bloquant, et surtout, il n'y a pas de traitement à prendre. Donc, dans notre pratique, en gros, à qui on propose l'embolisation des artères prostatiques? Donc, troubles urinaires du bas appareil liés à un adénome de prostate, chez tout patient qui en fait la demande parce qu'il en a entendu parler ou parce qu'il craint une éjaculation rétrograde. Il faut qu'il y ait une nécessité de traitement médical, bien entendu, mal toléré. On ne va pas le proposer à quelqu'un qui n'a pas de symptômes. Le patient, donc, ne souhaitant pas prendre de traitement médical, et ça, il y en a beaucoup, en fait, hein, quand on reçoit en consultation un patient qui n'a pas 50 ans et qui est déjà gêné par un adénome de prostate, quand on lui explique qu'il pourra être amélioré, avoir une vie normale, mais s'il prend un médicament tous les jours, à partir du moment où ça lui coche, enfin, ça lui ajoute un traitement, s'il en a déjà un, ou même s'il n'a pas de traitement, ce sera son premier traitement médical, il se sent un petit peu vieillir, et du coup, s'il a une solution alternative, il préfère. Donc les patients souhaitant bien entendu conserver l'éjaculation, c'est la principale indication. Donc on arrive quand même à céder à la demande des patients, même s'il y a une indication chirurgicale importante, donc avec des résidus post-mictionnels ou un débit trop faible. Pour ma part, je pense que la thérapeutique mini-invasive et l'embolisation sont une mauvaise idée à partir du moment où vous avez un débit maximum sur la débimétrie qui est en dessous de 5 millilitres par seconde. Déjà en dessous de 10, il y a un risque de rétention post-embolisation, mais les gens qui sont symptomatiques et qui ont un débit au-dessus de 10 millilitres par seconde seront améliorés sans risque de rétention et seront améliorés pour plusieurs années. C'est sûr que on prévient les patients quand même que c'est pas un traitement qui sera définitif, mais ça permet de gagner du temps. Et quand on parle à quelqu'un de 50 ans ou même de 60 ans ou même de 70 ans qui a encore une sexualité active, lui dire qu'il va gagner entre 5 et 10 ans de sexualité avec une éjaculation normale et qu'il va pas perdre cette fonction-là, la plupart des gens sont contents qu'on puisse proposer ce genre de thérapeutique. Donc, en gros, les patients qui refusent la chirurgie, si la demande est réaliste, on craque un petit peu. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait de résidus importants, c'est-à-dire quelqu'un qui a un résidu à 200 millilitres après miction avec un jet faible. Celui-là, on lui dit, monsieur, on peut essayer, mais c'est sûr que ça ne marchera pas. Les gens qui ont une lithiase vésicale, qui est une lithiase de stase, c'est pareil, c'est une mauvaise idée de faire une embolisation. À ce moment-là, c'est une indication de chirurgie. Le diverticule de vessie, c'est pareil, c'est quand même l'évolution pas ultime, mais presque de l'obstruction vésicale. Et en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait d'insuffisance rénale obstructive. Déjà parce que du coup, ça marchera moins bien sur la désobstruction. Et puis s'il y a une insuffisance rénale, l'injection d'iode pour l'artérioscan, plus derrière l'embolisation, je pense que c'est pas une bonne idée.
Donc, quelle thérapeutique mini-invasive? Actuellement, à Charcot, on a l'embolisation. Et c'est vrai qu'on en use beaucoup. Voilà, pour ma part, j'envoie quand même beaucoup de patients à mes copains radiologues. Euh, la théorie, c'est les gros adénomes, en tout cas dans les recommandations nationales, mais en pratique, euh, j'envoie des patients qui ont des prostates de 40 à 200 grammes. Alors évidemment, les toutes petites prostates, je préfère faire des ICP parce que je pense qu'on arrive à conserver l'éjaculation. Mais au-delà de 40 grammes, on peut l'envoyer au radiologue. Ils font l'artérioscan et ils voient si le geste est faisable. Donc ça se fait sous prémédication en ambulatoire, une bonne tolérance. Tous les patients que j'ai revus, ils m'expliquent qu'ils se sont beaucoup ennuyés pendant le traitement, mais après ils sont ravis et surtout ils ont eu très peu de symptômes, en tout cas pas très longtemps. Au pire, ils ont eu un syndrome irritatif accentué pendant 3 semaines. C'est vrai que quand on compare à une chirurgie où les gens sont quand même gênés beaucoup plus de 3 semaines, en tout cas ils sont ravis plutôt à 3 mois de la chirurgie plutôt qu'à 3 semaines. Quoi. Donc les patients sont revus à 3 mois avec une IRM de contrôle et puis après, les radiologues nous les renvoient. À l'avenir, à Charcot, on aura le Résume et l'Urolift pour être complet. Il faudra qu'on trouve une place à ces traitements-là. Mais très probablement, comme ce sont des techniques qui sont endoscopiques, elles passeront peut-être, pour ma part, après l'embolisation, qui est quand même, pour moi, la moins invasive et la plus safe pour les patients. Donc, quelle technique pour quel patient? C'est ce que je disais, ça reste à définir. Alors il y a eu pas mal d'écrits. Je parle du gros lobe médian parce qu'on a eu quand même pas mal d'échecs d'embolisation avec les gros lobes médians. En tout cas, c'est des gens qui sont améliorés transitoirement et puis après qui sont gênés après quelques mois. Et c'est vrai que en regardant derrière les nouvelles IRM, on voit bien que la prostate est vascularisée et qu'il reste ce clapet postérieur qu'il faut aller réséquer après. Alors, il y aura peut-être des séquences à prévoir avec d'emblée la vapo de lobe médian, soit avant, soit après. Enfin, voilà, il y a des choses à voir. La dysurie trop importante pour moi, c'est un facteur de risque d'échec d'embolisation. Les prostates petites, voilà, les petites prostates pour moi c'est moins efficace. Je parle des mauvaises indications du résume, moi, une prostate trop petit ou un volume trop important. De toute façon, ça sera des indications d'embolisation. L'inconvénient du résume, c'est qu'il va falloir une sonde pendant une semaine. C'est pour ça que du coup, je pense que l'embolisation passera toujours avant ce type de traitement. L'uroliste pour les petites prostates, à mon avis, ça va être pour ma part sa place parce que il y a peu d'implants à mettre à ce moment-là sur les petites prostates. Et c'est vrai que comme l'embolisation est pas très efficace, on peut se dire que ce sera la thérapeutique mini-invasive pour ces prostates-là, en ce qui me concerne. Et donc, je marque l'avis du patient à prendre en compte. C'est vrai que tout type de traitement ou tout traitement est à discuter avec le patient. On leur explique juste ce qu'ils risquent avec chaque traitement et puis finalement, ils choisissent ce qu'ils veulent bien subir et les conséquences qui vont avec. Donc, en conclusion, l'embolisation des artères prostatiques est probablement à placer en première intention des thérapeutiques mini-invasives parce que c'est une technique très bien supportée, avec un risque de complications faible. Attention au lobe médian et surtout l'insuffisance rénale ou avec iode. Les patients avec des troubles urinaires du bas appareil dû à une hypertrophie bénigne de prostate qui souhaitent conserver l'éjaculation, qui ont un traitement médical et qui ne veulent pas le prendre parce qu'il n'est pas supporté ou juste qu'ils n'en veulent pas, ou même quand le traitement médical est insuffisant, on peut être amené à proposer l'embolisation pour améliorer le patient et qui n'arrête pas forcément son alpha-bloquant qui est bien toléré. Donc, de toute façon, en amont d'une indication chirurgicale formelle dans la mesure du possible, et la plupart du temps. Et les patients sont prévenus que c'est un traitement en fait qui est temporaire, puisque du coup les symptômes vont se redégrader progressivement et qu'on a quand même un taux de retraitement à 5 ans aux alentours de 20 à 30%. Et je vous remercie.